De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Ceci est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. La première était sur le doute. Il faut devenir un avocat convaincant pour écraser le doute. Celle-ci va être sur la foi et la croyance, principalement, qui mènent à la connaissance et à la certitude. Je crois que ça va être une longue vidéo. Je vais faire deux courtes. Ça a l'air que c'est impossible. Il va y avoir une courte et une longue. Et c'est rendu maintenant que 20 minutes, c'est une courte. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une personne qui est comme moi je l'étais, c'est-à-dire plus capable de sortir de sa maison. Elle ne marche pas, c'est un grand défi pour elle, marcher 5 minutes. On ne parle pas de 20 minutes ici, marcher 5 minutes. Et j'ai déjà été dans cette situation-là où marcher 20 minutes pour moi était une espèce d'obstacle insurmontable, quelque chose d'inimaginable. Marcher 20 minutes, c'était vraiment une grosse affaire. Marcher 20 minutes. Et maintenant, évidemment, je marche 20 minutes comme si de rien n'était. Je marche pendant des heures. Je n'y pense même plus. Marcher 20 minutes. Ce n'est pas un défi dans ma vie. J'ai reconditionné ma douleur. J'ai commencé à faire une chaîne. Et là, au début, pour moi, c'était presque impensable. Des vidéos de 20 minutes. Oh mon Dieu! Comment je vais faire pour me rendre à 10 minutes? Je me grattais la tête. Me rendre à 10 minutes. Oh, que je parle pendant 10 minutes. J'étais comme ça, je bougeais à peine les bras, je ne riais pas. Très différent maintenant. Donc on peut voir une image ici. Marcher 20 minutes, ça me paraissait insurmontable. L'obstacle infranchissable, je le fais sans y penser maintenant. Maintenant, le défi, ce n'est pas de faire une vidéo de 20 minutes, c'est d'essayer de contenir le matériel. J'ai tellement de choses à dire. Vidéo de 20 minutes, maintenant, c'est une courte. Peut-être que je vais réussir. Peut-être que ce serait bon de faire des vidéos plus courtes que 20 minutes. Mais il y a une image là-dedans que j'aime bien. Comment les choses changent, comment les choses progressent. C'est intéressant. Donc, je crois que cette vidéo va être longue. Je vais mélanger plusieurs thèmes ensemble. Donc, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai reconnecté avec un vieil ami. Ça fait des années qu'on ne s'était pas vu. Et il m'a parlé du fait qu'il était TDA. Il avait TDA. Des fois, ils mettent le H. Ça, c'est un nouveau développement. Je n'étais pas au courant de ça. Et là, il a un enfant. Et cet enfant est à la maternelle environ, si je comprends bien. Et là, c'est le temps peut-être d'aller en première année. Et lui aussi, c'est TDA, TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, ça va devenir la question, il y a de la difficulté en classe, ça va être difficile pour lui en première année, est-ce qu'il faut donner des médicaments, donner des drogues? Et là, je lui parlais de Gabor Maté. J'espère que vous connaissez Gabor Maté maintenant, j'en parle assez souvent. J'adore ce qu'il dit sur l'addiction, on va en parler de l'addiction dans cette vidéo. Je me suis reconnu, j'adore ce qu'il dit sur la douleur chronique, c'est un des seuls dans ce que j'appellerais en anglais le mainstream qui semble comprendre ces choses-là. Et lui, il a été diagnostiqué TDAH, TDA, ses enfants aussi TDA, TDAH, ou sans H. Et il a écrit un livre là-dessus, Scattered Minds, l'esprit ou les esprits éparpillés. Je ne l'ai pas lu, parce que je me disais, ça ne me concerne pas personnellement. Ça, de plus en plus, regardez ce réflexe de dire « Ah oh non, ça ne me concerne pas personnellement. » Beaucoup de gens font ça dans le reconditionnement de douleur. « Ah, ce symptôme-là, ça ne me concerne pas. » Je ne vais pas regarder cette histoire de succès. Je ne vais pas regarder une vidéo sur un symptôme que je n'ai pas. Élargir notre conception des symptômes, c'est très intéressant. Donc, je lui ai parlé de Gabor Maté, à quel point il m'a aidé avec le thème de l'addiction, de la douleur chronique. J'ai lu presque tous ses livres, mais je ne l'ai pas lu, celui-là. Et là, tout d'un coup, je commence à le lire, parce que je m'intéresse à ce qui se passe avec mon ami, j'essaie de comprendre. Je ne me suis pas vraiment intéressé à ce phénomène-là, TDA, TDAH, qu'est-ce que ça veut dire? Et évidemment,
le livre est une révélation pour moi. Gabor Maté, toujours un miroir intéressant. J'y vois toutes mes tendances, les pires, les meilleures. Je suis content de l'avoir lu. Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi-même. Très intéressant. Donc, il y a une autre image là-dedans, cette espèce de conception étroite. Oh non, j'adore Gabor Maté, j'aurais dû lire le livre par moi-même. C'était sûr que j'allais y apprendre des choses intéressantes. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'en apprends beaucoup. Donc, il y a une leçon là-dedans, à quelque part. Donc, je lis le livre et il parle de l'attachement et il parle de attunement, quand la mère et l'enfant sont sur la même longueur d'onde, on pourrait dire, et lorsque ça ne se produit pas, à quel point la personne se sent seule et non comprise, mal comprise. Est-ce que vous sentez ça comme, est-ce que vous sentez comme ça des fois, personne ne vous comprend? Et là, il dit, nous pouvons essayer de satisfaire le manque de contact humain dont nous avons tant besoin par d'autres moyens comme l'addiction, par exemple, ou le fanatisme religieux. Très intéressant ça. J'en ai pas encore parlé dans la chaîne. Je vous ai parlé de l'addiction, mais je ne vous ai pas encore parlé du fanatisme religieux. Et moi, j'ai eu une passe dans ma vie où j'étais fanatique religieux. Je crois que si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous n'avez pas de difficulté à croire ça avec ma personnalité. Mon ami m'en a parlé justement parce qu'il m'a connu dans cette phase et il me disait à quel point j'étais étrange. Je disais des choses extrêmes, très étranges. Et ça a été ça ma vie. Un grand pivot entre une espèce de fanatisme religieux où, évidemment, je ne regardais pas de porno, je ne me masturbais même pas, je pratiquais l'abstinence. Très intense, très fanatique religieusement. J'ai pivoté de ça prend du temps, ça ne se fait pas en une journée, à être accro à la pornographie et la masturbation compulsive. Et ça, c'est difficile pour moi de parler de tout ça, mais comme je vous le dis, j'essaye d'explorer des thèmes de plus en plus difficiles. Ça fait partie du travail émotionnel. Bon, je lis ce livre sur le TDA, TDAH, et déjà, waouh, quel miroir pour moi. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, mon ami a eu des symptômes avec son système digestif. Donc là, je lis ce livre sur le TDA, TDAH. Voici ce que nous dit Gabor Maté. Les états physiologiques du corps sont directement influencés par les émotions. Les maux d'estomac de l'enfant sensible sont des crampes musculaires causées par le système nerveux autonome, déclenchées par des peurs et des tensions subconscientes. Les crampes abdominales de l'enfant sensible sont souvent des indices de tensions non résolues dans l'environnement familial. Elles sont communes et souvent mal interprétées. Ces enfants qu'on traîne de docteur en docteur pour se faire prononcer en parfaite santé. Les parents se font assurer qu'il n'y a aucune raison pour la douleur, mais il y en a une. Le corps de l'enfant est un baromètre pour le stress du système familial. Ces symptômes sont les signes d'un instrument très bien calibré. Donc, si vous avez vu la dernière vidéo, beaucoup de thèmes se rejoignent ici. Je parle à mon ancien ami, mon vieil ami, et il me dit qu'il a eu des troubles digestifs pendant le temps. Je lis le livre de Gabor Maté sur le TDA. Gabor Maté a été diagnostiqué lui-même, le TDA, ses enfants aussi. Donc, on pourrait dire que c'est une autorité sur la question. Parce qu'il a réussi à bien gérer ça. Et là, je rencontre un passage comme ça qui parle aussi des troubles digestifs. Donc, quand on fait ce genre de lecture, tous ces thèmes commencent à se connecter. Bon, ça fait partie du processus émotionnel. Explorer ça. Pourquoi j'ai été dans le
fanatisme religieux. Et là, pourquoi j'ai pivoté d'un extrême à l'autre, du fanatisme religieux à l'addiction? Il faut explorer ces choses-là. Dans la dernière vidéo, on parlait de la colonne doute, du travail du reconditionnement de la douleur, l'erreur de prédiction du cerveau, la douleur neuroplastique. Mais là, on est plus dans la colonne peut-être émotionnelle dans cette vidéo. Et c'est des choses que j'explore en lisant des livres par moi-même, mais en psychothérapie individuelle et de groupe. Mon ami m'a dit des choses dont je ne me souvenais plus. Il m'a cité, il m'a dit « Ah oui, tu disais ci, tu disais ça. » Wow! J'avais réprimé beaucoup de ces choses. Je savais que c'était grave, mais quand il m'a dit des citations directes, là, je me dis « Wow! » Je savais que c'était grave, mais pas à ce point-là. Donc c'était une révélation pour moi très opportune dans mon processus. Je travaille là-dessus en ce moment et je réalise que j'ai réprimé beaucoup de choses par rapport à cette période. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler de la foi et de la croyance. Donc il va y avoir un lien. Je voulais lancer un message, peut-être que j'aurais dû le lancer dans une vidéo moins longue. Si vous avez, en ce moment je prends une petite pause de parler aux gens, mais si vous avez besoin d'aide, si vous m'envoyez un courriel à cette adresse, je vais vous aider évidemment, on va avoir une rencontre. Si vous sentez que vous en avez besoin, je ne dis jamais non à une rencontre. Des fois, il y a des gens sur Messenger qui vont me dire « Est-ce qu'on peut se parler maintenant? » Non, pas maintenant. Là. Il faut prendre un rendez-vous dans 2 jours à une heure précise. Là, je me prépare. Pas comme ça maintenant, sur le champ. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dit non à une demande. Si vous me demandez, c'est sûr qu'on peut avoir une rencontre. Et donc, j'en ai fait une parce que je travaille en ce moment avec quelqu'un qui est comme moi au début. Elle ne sort pas de chez elle. Son mari doit l'assister pour s'habiller. Elle n'est pas capable de mettre ses vêtements elle-même. Et moi, j'ai déjà été là. Il fallait que un de mes parents m'aide pour mettre certaines pièces de vêtements comme mes bas ou mes souliers. Donc, je me reconnais beaucoup en elle. Elle voulait travailler avec moi. Elle, ça fait 2 ans qu'elle a un coach. Et elle est encore au début du processus. Et ça, ce n'est pas moi qui dis ça et elle n'est pas d'accord. On est tous les deux d'accord. Tu es au début du processus. Elle dit, ben oui, c'est évident. Même après 2 ans, je suis au début du processus. Donc, ne pas compter le temps de cette façon-là, dire, ah, ça fait 2 ans que je fais ça. Ce n'est pas ça qu'on mesure. Du tout. Et elle, son coach, a eu mal au dos pendant 2 ans et elle a de la difficulté à s'identifier. Quelqu'un qui a eu mal au dos pendant 2 ans. Elle préfère parler avec quelqu'un comme moi qui sait c'est quoi être prisonnier. Non seulement de sa maison, des fois de sa chambre, et ne pas être capable des fois de mettre ses vêtements soi-même. Donc c'est là qu'elle en est. Ça fait 2 ans qu'elle fait le travail. Et elle est encore au début. C'est très possible. Elle comprend, je ne dirais pas tout, elle comprend beaucoup de choses intellectuellement. Si on lui donnait un test sur le travail corps-esprit, le travail TMS, je crois qu'elle pourrait avoir 80-90%. Elle comprend les concepts dans sa tête, rationnellement, raisonnablement, intellectuellement, mais elle n'y croit pas. Je dis des choses vraiment de base des fois, et elle est là, parle en anglais. Oh, that's incredible. Oh, that's hard to believe. Oh, I can hardly believe that. Elle m'écoute parler, je dis des choses vraiment de base du reconditionnement de l'auteur. Ah, ça c'est incroyable. Ouais, ça c'est difficile à croire. Ah, ça j'ai vraiment de la difficulté à imaginer. Donc, elle comprend les concepts intellectuellement, mais elle n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore de cas d'exception. Elle a fait des repérages somatiques, elle essaye de se dire « je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité », mais ça ne fonctionne pas ça. Moi je le dis toujours, enfermé entre les 4 murs, lorsque
les gens comme notre mari ou nos enfants, ou dans mon cas mes parents, nous assistent, très difficile de dire juste je suis en sécurité, de faire des repérages automatiques. C'était ça ma stratégie au début. Je me suis dit, je vais rester chez moi, je vais prendre ça relax, je vais faire des repérages automatiques, je vais me dire que je suis en sécurité. Je ne progressais pas. Il faut sortir, il faut s'exposer. Et là, je parle à certaines personnes qui sont dans des cas complètement différents. Ils disent non, non, mais moi, c'est ça. C'est pas mon défi, ça, m'exposer à l'activité graduellement. C'est le même défi pour tout le monde. Souvent, dans d'autres cas, vous avez peur de vos émotions. Et là, il faut s'exposer à ces émotions graduellement. C'est presque le même travail, dans un sens des fois. En termes d'exposition graduelle, on ne saute pas dans sa tristesse la plus profonde, comme ça, tête première. Graduelle. Mais évidemment, comme je l'ai déjà dit, le travail émotionnel est différent de l'exposition graduelle physique. Mais il y a quand même des ressemblances. Elle, il faut qu'elle fasse les deux aspects du travail. Donc, elle essaie de se rassurer, elle essaie de faire des repérages somatiques, elle n'a aucun cas d'exception, donc elle n'est pas capable de croire. Encore moins, évidemment, d'être sûre et de devenir certaine. Donc, comment on travaille ça quand c'est plus une question d'avoir des cas d'exception et là croire et de plus en plus être sûr, mais là tout d'un coup on doute et là il faut se reciter nos cas d'exception pour se reconvaincre. Elle n'a même pas commencé ça, elle n'a pas eu de cas d'exception qui pourrait l'aider. Elle a mal partout, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la dernière vidéo, nous avons exploré le concept du doute, qu'il faut convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable. Mais là, on est au-delà de la raison. Il y a une espèce de... Elle comprend raisonnablement ce qui se passe intellectuellement, mais il y a une espèce de doute qui va au-delà de la raison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ce que je lui disais, c'est que moi, au début, il y a eu un aspect du travail qui a ressemblé à l'acte de foi, l'acte de croyance religieux. Un peu comme dans la Bible, quand Jésus dit « Lève-toi et marche ». Ça, c'est un thème difficile. Et là, ça, c'est de la folie, évidemment. Lorsque quelqu'un est en chaise roulante, a des problèmes structurels, on ne leur dit pas « Lève-toi et marche ». C'est complètement absurde. Mais lorsque nos problèmes sont neuroplastiques, l'aspect foi, l'aspect acte de foi, initialement, peut nous aider. Beaucoup de gens disent « Je vais croire quand je vais le voir ». Mais au début du processus, c'est le contraire. Il faut croire pour voir. L'acte initial est la croyance. Et là, ce que je lui expliquais, c'est que nous avons des systèmes comme ça dans notre cerveau qui sont faits pour chercher des preuves dans le monde extérieur, ça inclut notre corps, chercher des preuves de ce que l'on croit déjà. Si on croit qu'on est brisé, malade, c'est notre croyance. Notre cerveau va chercher des preuves dans notre corps, dans l'environnement, qui vont confirmer cette croyance-là déjà établie. Et évidemment, le cerveau devient un expert. Ah, je le savais. Ah, je le savais. Je ne peux pas faire ça avec mon bras sans la douleur. Je savais, je suis brisé. Je suis brisé, je suis brisé, je suis brisé. C'est confirmé, confirmé, confirmé. Il y a un acte de foi à faire, où on change notre croyance volontairement. Et là, si vous réussissez à changer votre croyance, votre cerveau va commencer à chercher de plus en plus de preuves de ce que vous croyez dans le monde extérieur. Et c'est ça qui va déclencher la boucle rétroactive positive. Mais ça ne commence pas par une preuve extérieure, ça commence par un changement dans la croyance interne. On change notre croyance, et là, de plus en plus, notre cerveau va chercher des preuves de ça. Et là,
il ne faut pas rester entre les quatre murs, évidemment. On agit de plus en plus. On s'expose. Et c'est ça qui va créer la boucle rétroactive. De plus en plus, il va commencer à avoir des petites exceptions. Et là, le cerveau va dire « Ah, je le savais ». Et le fait de se dire ça va augmenter vos cas d'exception, qui vont augmenter votre croyance, qui vont augmenter vos cas d'exception. Il va y avoir une boucle rétroactive qui va se créer comme ça pour vous. Maintenant, je veux ramener ça à la foi religieuse. On a parlé du travail émotionnel aussi. Ça peut faire partie du travail émotionnel. Aller explorer nos mécanismes. Adolescence, enfance, petite enfance. Pourquoi je suis devenu un fanatique religieux? Pourquoi je suis tombé dans l'addiction? On peut explorer ces choses-là. Il y a peut-être des choses là qui vous bloquent justement de façon irrationnelle. C'est dans le subconscient. Moi, j'ai réussi à reconduire ma douleur sans aller faire ce travail, mais je le fais en ce moment. Je veux comprendre ces choses. Pourquoi j'ai fait ça? Pour essayer de ne pas retomber dans ces patterns, justement. Une fois que je le remarque, c'est des tendances. Et là, j'explore ça, justement, ma phase religieuse. Et je réalise que j'ai essayé, comme ça, de croire en quelque chose pour lequel je n'avais aucune preuve. Et c'était extrêmement difficile. J'avais de la difficulté avec le monde. Je me suis servi de tout ça comme un mécanisme de défense. J'avais besoin de cette croyance-là. Mais j'essayais de croire à quelque chose dans le vide. C'était des dogmes religieux totalement absurdes. Je ne veux même pas mentionner la religion pour ne pas offenser personne. Je ne veux pas aller dans un discours religieux. Peu importe. Christianisme, islam, bouddhisme, ce n'est pas important la religion. Je croyais à quelque chose. Et là, je cherchais des preuves dans le monde externe. Et le monde externe me disait toujours « ce que tu crois n'est pas vrai ». Et c'était très épuisant. Il fallait toujours que je fasse des acrobaties mentales constantes pour essayer de justifier ma croyance. Je croyais quelque chose, mais ça ne se confirmait jamais dans le monde externe. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sentent comme ça avec le reconditionnement de la douleur, surtout ceux qui sont pris au début du processus. Vous essayez de croire à quelque chose, mais vous n'êtes pas capable. Quelque chose qui vous bloque, et là, on peut aller peut-être explorer les mécanismes d'enfance. Peut-être que c'est des blocages, des mécanismes de défense subconscients. Et là, il faut aller peut-être plus loin. Mais moi, je n'ai pas eu le besoin de faire ça. Mais souvent, c'est un discours que j'entends. C'est comme, vous dites, j'essaie de me croire à quelque chose, comme une espèce de foi religieuse, mais il n'y a rien qui prouve dans le monde externe que ma croyance est juste. Et ça, je peux connecter avec vous, parce que j'ai essayé de faire ça, d'être religieux, de croire à quelque chose pour lequel il n'y avait aucune preuve dans le monde externe, ou seulement des trucs boiteux, douteux. Et c'était très difficile, très épuisant mentalement, essayer de me convaincre de ça. Et éventuellement, ça s'est écroulé. Voici l'arc de mon expérience religieuse. J'atteins mon apogée. C'est trop épuisant. Les acrobaties mentales qu'il faut faire, c'est en train de s'effondrer. Ah, j'ai rien. C'est mon système c'est ma béquille. C'est mon système de soutien. Ah, je vais m'effondrer. Il faut que je remplace ça par quelque chose. J'ai commencé à écrire. Les deux phases se sont entrecroisées pendant une certaine période. Et là, j'ai écrit. Et là, j'ai été complètement bloqué de plus en plus par le perfectionnisme. Et là, j'ai commencé à perdre mon système de soutien d'écriture. Et celui-là, je ne l'ai remplacé par rien. Douleur chronique. Fibromyalgie pendant 8 ans. Ouch. Bon, ça, c'est intéressant. J'explore tous ces patterns-là. Mais je peux connecter avec vous, avec cette idée de croire à quelque chose pour lequel on n'a pas de preuves. C'est très difficile. Et donc, je réfléchis à mon processus.
Initialement, j'étais dans la même situation que vous. Dans la même situation que dans la religion. J'essayais de croire à quelque chose pour lequel je n'avais aucune preuve. Et là, je réfléchis et je me dis, comment ai-je fait? Comment est-ce que j'ai fini par croire? Et évidemment, ce n'est pas comme avec le fanatisme religieux, le reconditionnement de la douleur. Si vos symptômes sont neuroplastiques, psychosomatiques, psychophysiologiques, vous pouvez, avec votre croyance, éliminer ou baisser drastiquement les symptômes. C'est sûr, ça, je suis convaincu. Et c'est ça. Initialement, c'est de la foi, c'est de la croyance. Mais ça va se transformer en connaissance, en certitude, lorsque nos croyances sont confirmées dans le monde externe par l'élimination, la baisse drastique des symptômes. On dit, oui, mais moi, je n'ai pas encore eu de cas d'exception. C'est surtout à ces gens-là que cette vidéo s'adresse. Si vous avez des beaux cas d'exception, regardez plus la vidéo sur le fait de devenir un avocat. Mais lorsqu'on n'a pas de cas d'exception et qu'on pense que c'est comme la religion, qu'on essaie de se convaincre quelque chose pour lequel il n'y a aucune preuve ou les preuves sont douteuses, boiteuses, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que initialement, c'était très difficile de me convaincre, juste avec le livre de Alan Gordon. Il parlait de d'autres personnes aussi. C'est qui ces gens-là? C'était très difficile de me convaincre avec Curable, l'application. Et moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est les histoires de succès. Là, si vous ne parlez pas anglais, je veux vous conseiller de peut-être aller les voir avec des sous-titres. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Et moi, même, je parle à des gens qui me disent non, mais j'y regarde les histoires de succès et c'est très difficile pour moi de connecter avec eux. Parce que moi, je suis plus comme ci et eux sont plus comme ça. Et ça, je peux comprendre. J'étais comme ça au début. Je cherchais des histoires de succès avec des gens dont les symptômes étaient très similaires aux miens. Je sautais beaucoup de vidéos. Ah non, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Et de plus en plus, comme je l'expliquais au début de la vidéo, essayez d'aller par-delà ce réflexe-là. Je suis en train de lire un livre sur TDAH, et il y a plein de liens, de connexions avec tout ce sur quoi je suis en train de travailler. Et de plus en plus, je regardais le plus d'histoires de succès possible. Et je faisais de plus en plus de connexions. C'est pour ça que c'est large cette vidéo-ci et j'explore beaucoup de choses pour montrer. Je faisais de plus en plus de liens entre les choses. Entre les différents symptômes neuroplastiques. Ça aide. Et je voyais de plus en plus de cas différents. Des fois, je me disais, ah, mais cette personne-là est comme ci, moi je suis pas comme ça. Mais plus on s'expose à des cas, des histoires de succès, plus on se dit, non, non, mais regarde, ok, il n'y a pas juste lui, il y a elle aussi, il y a elle. Tous ces gens-là sont capables. Ils sont tellement, c'est une éventail, c'est une brochette de gens vraiment large, très large, lorsqu'on s'expose à beaucoup d'histoires. Il y a des gens qui me disent, non, non, j'en écoute beaucoup d'histoires de succès et ça me rend jaloux, et là je deviens frustré, comment eux ils ont réussi, moi je n'ai pas réussi. Et ça, c'est difficile pour moi de connecter. Je n'ai jamais eu ce phénomène-là. J'ai déjà eu le phénomène où c'était difficile de connecter avec certaines histoires, mais je n'ai jamais eu cette espèce de jalousie, cette espèce de frustration qui se crée. Ah, eux, ils ont réussi vite, pourquoi moi c'est si long? Je n'ai jamais eu ça, et ça, je dirais justement que c'est un travail émotionnel plus profond à faire. Allez, peut-être essayer d'aller à la racine de cette jalousie. Pourquoi je me compare aux autres? Pourquoi je suis difficile avec moi-même? Pourquoi je suis obsédé par le temps? Mon expérience du temps dans le reconditionnement de la douleur, c'est plus on se préoccupe du temps, plus c'est long. Et ça, c'est vrai dans la vie en général. Avez-vous déjà essayé de regarder de l'eau bouillir? Avez-vous déjà essayé de regarder le gazon pousser? C'est long, longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de regarder l'eau bouillir, on arrête de regarder le gazon pousser, on s'en va faire quelque chose d'autre.
Quand on revient, ah mon Dieu, l'eau bouille, le gazon a poussé, il faut passer la tondeuse, le gazon est long maintenant. Plus on se préoccupe du temps, plus c'est long. Plus on est obsédé par les symptômes, essayer de baisser les symptômes, plus les symptômes restent et montent. Mais on voit ça comme un problème. Ce n'est pas un problème, les symptômes qui montent. Il faut de plus en plus déclencher les symptômes. On marche 20 minutes, comme je l'ai expliqué au début. Là, on marche 40 minutes. Ça va faire monter les symptômes, ça. Non seulement les symptômes qui montent ne sont pas un problème, c'est pas que c'est pas un problème, c'est pas que c'est correct, ça fait partie de la solution, les symptômes qui montent. On veut que les symptômes montent. C'est ça le reconditionnement de douleur. Ce n'est pas parce que les symptômes montent qu'on est sur le chemin du rétablissement, évidemment. Mais lorsqu'on est sur le chemin du rétablissement, les symptômes vont monter. On ne peut contourner les symptômes. Il faut passer à travers. Il y a une bosse initiale. Et plus haute est la bosse, selon mon expérience, plus ça va vite. Plus on enlève le plaster, le diachylon, la patch, rapidement. Ça fait mal, mais ça va plus vite. Sans évidemment penser au temps. Ce n'est pas le concept je veux que ça aille plus vite, c'est juste je déclenche les symptômes volontairement. Je n'essaie plus de contrôler les symptômes. C'est un gros blocage. Une demi-heure. Donc j'espère que cette vidéo a fait du sens. C'était une vidéo étrange. Si cette vidéo est trop étrange pour vous, peut-être focuser sur celle d'avant, sur le cas des avocats, construire un cas convaincant. C'est une vidéo plus terre à terre, plus rationnelle, raisonnable, mais dans celle-ci, justement, j'essayais d'aller au-delà de la raison, au-delà du doute raisonnable, explorer des choses, parler de choses variées, parce que de plus en plus, j'essaie de faire des liens entre des choses variées. Et là, moi, je sors du reconditionnement de la douleur. Je fais de la thérapie de groupe avec d'autres personnes qui ont d'autres sortes de symptômes. Et je fais encore plus de liens. Les gens parlent de leur addiction. Je vois les mêmes mécanismes. On peut parler de la douleur chronique, même mécanisme. Obsessif-compulsif. TDA, je vois beaucoup de choses en commun, comme ça, en dessous. Donc, on s'expose au plus d'histoires différentes possibles. On s'expose au plus de matériel de ce genre possible. Parce que, on va faire un lien avec la vidéo d'avant. Cette personne-là avec qui je travaille, elle avait de la difficulté à s'imaginer que ces tensions peuvent être psycho-émotionnelles. Et donc, quand on commence à s'exposer toujours à baigner dans ce genre de littérature, on rencontre cette information constamment. Voici un dernier extrait du livre que je vais vous lire. Je suis en train de lire ce livre-là pour le TDA et voici le genre d'information sur lequel je tombe. Nous pouvons essayer... le système nerveux autonome règle le niveau de tension des muscles volontaires ainsi que la température et l'érection ou la relaxation des poils. Donc, cette personne-là a beaucoup de difficulté à imaginer ça. Je lui dis non, c'est ça, tu n'as pas besoin d'aller relâcher le fascia ou quoi que ce soit. C'est le système nerveux autonome, c'est ton cerveau et ton système nerveux qui décident, qui règlent la tension musculaire. Elle a beaucoup de difficulté à croire ça. Elle dit comment ça pourrait être mes émotions qui règlent ça. Lorsqu'on a peur, les poils se hérissent. On a la chair de poule. C'est nos émotions, ça, réaction physiologique. Lorsqu'on a peur, comme ça, nos muscles se tendent. Nos émotions ont une influence sur la tension musculaire. C'est psycho-émotionnel. Et là, ça, elle avait de la difficulté à croire ça. Donc, on s'expose à ce genre d'informations. Ça rentre dans notre tête, c'est intellectuel. C'est déjà ça. Ça prend l'information intellectuelle, rationnelle, raisonnable. C'est le premier pas. Mais là, il faut que ça descende de la tête vers le cœur, vers les tripes. Et là, oui, comme je lui expliquais, il y a un acte de foi à faire. Il y a un acte de foi. Il ne faut pas attendre de voir pour croire, il faut croire pour voir.
Et je peux comprendre à quel point c'est difficile entamer ce processus, passer cette espèce de premier obstacle. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de voir la plus grande brochette, le plus grand éventail de gens possible pour qui ça a marché. Ça m'a énormément aidé. C'était crucial. Et là, si vous avez une espèce de blocage, une espèce de jalousie, vous savez qu'il y a quelque chose à travailler émotionnellement, aller à la racine, comme je suis en train de faire. Pourquoi j'ai passé du fanatisme religieux à l'addiction? Qu'est-ce que ça dit sur ma jeunesse? Ça, c'est le travail émotionnel. Et là, peut-être aussi que, en allant dans ces termes, dans le subconscient, on peut adresser des blocages aussi irrationnels, déraisonnables, non raisonnables, qui peuvent nous bloquer vers cette espèce de foi, cette espèce de croyance qui nous mène, lorsqu'on accumule de plus en plus de preuves, vers la connaissance et la certitude. J'en avais long à dire. Donc, j'espère que cette vidéo a fait du sens. Si elle n'en a pas fait, j'ai d'autres vidéos plus raisonnables qui sont à la base. La dernière était très raisonnable. De base, on a exploré des choses de base. Si j'ai l'impression vous avez l'impression que je me suis éparpillé dans celle-ci, c'était voulu. C'est ce que j'essaie de faire, de plus en plus de connexions, élargir. Je vais finir là-dessus. Un thérapeute avec qui je travaille, lui, a eu des problèmes d'addiction. Une addiction à l'héroïne. Et c'était son rêve. Il s'est dit, je vais réussir à vaincre mon addiction et je vais devenir un thérapeute pour l'addiction, pour les gens qui ont des problèmes de dépendance. Très étroit, c'était ça. Je vais devenir un thérapeute pour la dépendance, pour l'addiction. J'ai un problème d'addiction, je vais aider les gens avec l'addiction. Et là, plus il travaillait avec les gens, plus les gens disaient, est-ce que tu fais de la thérapie plus générale? T'es bon, tu pourrais aller plus loin. Il disait, non, moi c'est l'addiction, j'ai eu l'addiction, c'est l'addiction. Mais là, de plus en plus, il réalisait que si on s'adresse à l'addiction, qu'on va dans les mécanismes sous-jacents, ben là, ça touche à tellement plus. Et on commence à voir que pour traiter l'addiction, il faut traiter d'autres sortes de thèmes qui vont aider pour d'autres sortes de symptômes, d'autres sortes de problèmes. Beaucoup plus large que la douleur, les symptômes neuroplastiques. Et ça, c'est intéressant, c'est ça, on appelle ça élargir l'attente. Et là, moi, je suis en plein processus, en plein questionnement. Est-ce que je veux faire ça avec ma vie? Moi, c'était la douleur, la fatigue, les symptômes neuroplastiques. Je veux aider les gens juste avec ça. C'est étroit. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je vais élargir l'attente? Je ne sais pas encore. Là, j'explore l'écriture en plus. Une nouvelle balle à jongler. Mais c'est intéressant. Lui, c'est ça qu'il a fait. Addiction, j'aide les gens avec l'addiction. Oh mon Dieu, c'est tellement plus large que l'addiction. On élargit l'attente. Donc, si vous êtes bloqué, creusez, vous pouvez aller dans le travail émotionnel. Il faut faire le travail émotionnel de toute façon en parallèle au reconditionnement de la douleur. C'est sûr ça. Allez creuser. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Creusez, élargissez l'attente. Explorez des symptômes neuroplastiques, psychophysiologiques plus larges que les vôtres. Sortez des symptômes neuroplastiques, psychophysiologiques vers plus gros, l'addiction. Combien de temps vous passez sur la tablette? Élargissez votre définition de l'addiction. C'est un spectre, c'est pas noir ou blanc. Les gens disent non, moi je m'injecte pas de l'héroïne dans le bras dans la ruelle. Je ne suis pas un accro. Attention, c'est un spectre, l'addiction.
spectre très large. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. Si elle était éparpillée, c'est voulu. Faites des connexions, faites de plus en plus de liens. Initialement, je sais, c'est difficile. Croire pour voir. Il y a un acte de foi initial à faire qui ressemble à l'acte de foi religieux. Mais mon expérience, moi, avec la religion, c'est que c'est trop difficile à maintenir. Il y a une contradiction avec la réalité. Tandis que dans le reconditionnement de la douleur, ça a fonctionné. Parce que plus je voyais de cas d'exception, plus j'ai élargi ma tente, même vers d'autres symptômes, plus j'ai vu de confirmation dans la réalité que ma croyance n'était pas de la foi aveugle, mais que de plus en plus ça devenait de la connaissance et une certitude.